Voilà donc un petit énoncé qui va voir en même temps ce que c'est que la chaleur spécifique de l'eau. Et je ferai une deuxième vidéo pour ne pas mélanger les deux vidéos, parce qu'il y en a une qui va concerner la chaleur spécifique de l'eau, et c'est cette vidéo-ci, et qui concerne la calorimétrie physique, alors que la seconde, comme vous pouvez le constater, il est marqué chaleur molaire. Ben, la chaleur molaire de l'eau, là, à ce moment-là, c'est plutôt de la calorimétrie euh, thermochimique, ou je dirais plutôt, oui, thermochimique, thermodynamique, ou plutôt thermochimique, donc qui est de la domaine du domaine de la thermochimie. C'est pour ça que je vais séparer les deux vidéos pour ne pas les mélanger et tout d'abord parler de ce que c'est que la chaleur spécifique de l'eau dans cette vidéo-ci. Alors, je vais le faire au travers d'un énoncé, et on dit dans l'énoncé la quantité d'énergie calorifique fournie à l'eau, H2O, bon, l'eau c'est l'H2O, hein, c'est la substance voilà, moléculaire, de, alors on va chauffer 1 gramme, hein, on va chauffer 1 gramme ici, 1 gramme dont la variation de température varie de 1 degré Celsius ou 1 Kelvin. Voilà. Sachant que pour l'H2O, qui est l'eau bien sûr, le coefficient de chaleur spécifique de l'eau est de 4,186 joules par gramme et par Kelvin. Bon. Ceci étant dit, j'ai fait une petite vidéo que vous pouvez aller consulter, qui se trouve dans la playlist calorimétrie physique et thermochimique. Vous retrouverez donc cette vidéo là-bas. Je parlais de ce qu'on appelle l'équivalent mécanique de la calorie. Euh, la vidéo avait pour but de démontrer tout simplement que une calorie valait exactement 4,18 4,1855 voilà, joules. Certains diront que une calorie Certains diront qu'une calorie vont approximer au millième pour dire que ça fait 4,186 joules. Et d'autres vous diront que bon, une calorie, avec précision, ben, tout dépend de la précision, il faut voir les précisions de l'un et de l'autre. Ben, certains vous diront que ça fait 4,184. Maintenant, il faut voir les précisions des mesures qu'elles valent-elles et, et de regarder ce que valent ces précisions-là. Et donc ça, c'est les trois valeurs-là bon, qui sont censées être, normalement, se rapprocher les unes des autres. Je vous rappelle que dans l'histoire, différentes personnes ont trouvé différentes valeurs. Hein. Alors, elles commencent à 5, puis pour passer à 3 et pour finir par 4. Hein. Et alors Joule ne l'a pas eu avec précision, puisqu'il l'a eu avec une valeur de 4, oui, proche de 4,18, mais bon, il n'avait pas 4,18. Alors quand certains font des calculs, ils trouvent 4,2. Voilà, ils font des petits calculs au travers d'expérience, ils vous trouvent environ 4,2. Bon, mais si vous voulez avec précision, ben voilà, c'est une des trois là. Parce que aussi bien l'une que l'autre sont établies avec précision. Donc faudrait voir laquelle est plus précise par rapport à ces deux valeurs-là que sont 4,1855 et 4,184. Ceci étant dit, ça c'est ce qu'on appelle l'équivalent de mécanique de la calorie. C'est-à-dire que bon, on avait un système, enfin un système, et on avait une transformation de ce système au travers d'énergie mécanique qui était
transformée en énergie calorifique. Bon, alors je vous rappelle que l'entrée, quand je dis l'entrée, ben, c'est un travail mécanique qui a été fourni au système. Alors, je peux vous dire que bon, on aurait pu mettre un autre type de travail, hein, un travail électrique ou autre. Hein. Il existe toutes sortes de forces, donc je peux introduire toutes sortes voilà, de travaux. Donc ici, j'aurais pu mettre un travail électrique. Chose que Joule a fait avec sa fameuse formule Eric Arrêté, qui est la loi de Joule, qui impliquait, induisait une transformation calorifique. Donc ici, on a bien un système qui va subir une transformation. De quel genre? Calorifique ou thermique. On a ce qu'on appelle une transformation de type thermique. C'est-à-dire que transformation thermique, au départ on a, oui c'est vrai qu'on n'a pas de chaleur au départ, mais on a de l'énergie mécanique, mais qui va induire voilà, de la chaleur. Donc on a une transformation, oui, qui n'est pas purement une transformation thermique, mais c'est une transformation de type d'un certain type d'énergie vers la chaleur. Alors si vous voulez avoir une transformation thermique, à ce moment-là, ce sera des échanges énergétiques de type calorifique pur en entrée et en sortie. Donc le système va recevoir de la chaleur du milieu extérieur pour en ressortir. Voilà, le système recevra de la chaleur pour peut-être en ressortir et avoir bien sûr ce qu'on appelle un bilan global énergétique. Donc on a le milieu extérieur qui peut fournir ou recevoir de l'énergie, tout dépend voilà, des cas de figure. Hein. Voilà. Alors généralement, quand on étudie les chaleurs, on le fait au travers d'un instrument, d'un appareil de mesure qu'on appelle le calorimètre. Le calorimètre, bien sûr, qui est un système complètement isolé, justement pour éviter, si on étudie la chaleur, c'est pour éviter toute perte de chaleur, toute perte de matière et toute perte, voilà, quelle qu'elle soit. On maximise l'effet des pertes. Je m'excuse, on minimise, on minimise au maximum l'effet des pertes. C'est-à-dire, calorimètre, on va essayer de l'isoler, la bombe calorimétrique, on essaiera de l'isoler au maximum. Donc on va bien le fermer, l'étanchéiser, pour justement assurer une étanchéité la plus grande possible. Un petit problème, bon, j'espère que cette fois-ci va le prendre. Je sais pas pourquoi, je suis peut-être dans la zone, mais enfin bref, on comprend. Donc, voici le calorimètre, hein, ça c'est le calorimètre, bien sûr. Bon, j'ai voulu faire une bombe calorimétrique avec une belle étanchéité munie d'un couvercle. Parce que les premiers précurseurs, enfin les précurseurs voilà, de mesures dans les bombes calorimétriques se posaient les questions, puisqu'en fait ils n'avaient pas les mêmes mesures de chaleur à système ouvert qu'à système fermé. C'est normal, bon, il y a la chaleur, voilà, la chaleur massique à pression constante et à volume constant. La chaleur massique à pression constante et à volume constant qui venait jouer dans euh, le calcul de la chaleur. On peut calculer la chaleur à pression constante et la chaleur à volume constant. Voilà. Donc, c'est pour ça que
l'idée de refermer le couvercle, de l'étanchéiser, bon, de 1 pour les pertes et de 2 pour d'autres choses, a son, comment est-ce qu'on appelle ça, son importance. À son importance. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais enfin bref. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça, mais voilà. Mais ce que je vais faire, je vais mettre une espèce de couvercle comme ceci pour bien comprendre. Voilà, voilà. Et on va refermer tout ceci. Voilà. Donc ça, c'est le calorimètre qui va permettre de calculer la chaleur. La chaleur, donc, le système ici est isolé. Hein. Il est isolé. Voilà. Ça ressemble à un espèce de biberon. Hein. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah, bon. Voilà, donc ça c'est notre calorimètre qui va permettre de calculer donc ce qu'on appelle la variation de chaleur. On a la variation de chaleur qui est égale à, qu'on appelle tout d'abord delta Q. Pourquoi delta Q? Parce que ça dépend, le système ici, que le calorimètre, dépend d'une situation initiale et d'une situation finale. Donc on a ce qu'on appelle un delta chaleur. Bon, parce qu'on a toujours une situation initiale, une SI, et une SF. Voilà, une SI et une SF. Dans la SI, situation initiale, ben, on va se retrouver avec une température T initiale, alors que dans la SF, on va se retrouver avec une température finale, après transformation, bien sûr, thermique, après échange thermique. On a un bilan en finalité à prendre en compte. Et bien sûr, il y a un invariant qui est la masse. La masse ne varie pas. Voilà, on a la masse du constituant, mais on a aussi une donnée fondamentale qui est la chaleur massique de la substance ou du corps. Voilà, et donc on peut entrevoir que ce delta Q, ben, il dépend de quoi? De l'invariant qui est la masse. Donc s'il dépend, ici la masse ne varie pas ici, hein, bon, elle est constante. Donc je vais inscrire que le delta Q est égal à M fois la chaleur spécifique de la substance, fois bien sûr la variation de température qui était F moins TI. Ferme parenthèse. Voilà. Elle ne dépend que de la variation de chaleur, ne dépend que de ces trois paramètres. Voilà. Donc, TF moins TI peut être de trois ordres.
3 ordres possibles, dans le sens, quand j'appelle ordre, qu'est-ce que j'appelle ordre? C'est simplement s'il y a une évolution ou pas. Si on a TF égale TI, bon, il n'y a pas de changement d'état, je vous le dis tout de suite ici, il ne faut pas penser au changement d'état. C'est normal qu'il y ait une variation de chaleur, alors qu'il n'y a pas de variation de température dans les changements d'état. Ici, je ne suis pas en changement d'état, donc je suis hors contexte d'un changement d'état. Voilà, donc si on a TF égale TI, ça veut dire que delta Q vaudra 0. La variation de chaleur est nulle, puisqu'il n'y a pas de variation de température, donc il n'y aura pas de variation de chaleur. Et on n'est pas en changement d'état ici. Je prends par hypothèse qu'on n'est pas en changement d'état. Donc, le delta Q vaudra 0. Bien qu'il y ait un C substance et une masse, il y a un corps existant, mais il n'y a pas d'évolution. Le système n'a pas évolué. Donc, s'il n'y a pas d'évolution du système, s'il n'y a pas, je veux dire, une transformation, ben, ici, il n'y en a aucune. Ni de pression, ni de volume, ni de quoi aucun. De toute façon, volume et pression ici ne m'intéressent pas parce qu'en fait, il s'agit de calorimétrie. Donc, on intervient ici au niveau des températures. Uniquement sur base des températures. Et comme la température finale est égale à la température initiale, mais ici, il n'y a pas de variation de chaleur. Donc ici, c'est un cas de figure spécial. Maintenant, s'il s'avère que la température finale est beaucoup plus grande que la température initiale, c'est un cas de figure. On peut avoir TF qui est plus grand que TI. Et si TF est plus grand que TI, ça veut dire tout simplement que la différence de température est positive, quelles que soient les unités. Et ça induit quoi? Ben, que le delta Q est positif. Si la température finale est beaucoup plus grande que la température initiale, ça veut dire que le TF moins TI est positif, ça veut dire que le delta Q est ici positif. Et inversement. Inversement. Si TF est plus petit que TI, ça veut dire que la température TF a été réduite par rapport à TI. Donc, TF moins TI, ça voudrait dire que la température a baissé. Par contre, TF plus grand que TI, la température a monté. Et si la température monte, ça induit un delta Q positif, alors que si la température descend, ça induit un delta Q négatif. Alors, delta Q positif, ça veut dire que le milieu extérieur a fourni de l'énergie. Le milieu, on a chauffé par exemple, hein, on a chauffé avec un bec Bunsen, peu importe, à une résistance électrique, peu importe voilà, comment l'apport de chaleur a été fait, peu importe, ça nous importe peu. Il y a une chaleur, point. Ce qui nous importe, c'est pas quel type de voilà, quel type de chaleur, ça provient de quel type de chaleur, non, on s'en fout de ça. Ici, c'est de savoir juste qu'il y a eu un apport de chaleur. Peu importe si c'est par une résistance électrique chauffante ou par un bec Bunsen ou autre chose. Donc là, le système ici a reçu. Pourquoi la chaleur a été élevée? Pourquoi la température s'est élevée? Parce que le milieu extérieur a apporté de la chaleur. Voilà. Donc le système a reçu. Je vous rappelle que le système, c'est le calorimètre ici. Ça, c'est le système. Donc si le système reçoit de l'énergie du milieu extérieur, ben, le delta Q est positif. Ouais, mais attention, hein, parce que si le delta Q est positif, euh, ça veut dire que le milieu extérieur a donné de l'énergie au système, mais ça veut dire aussi que le système a reçu de l'énergie du milieu extérieur. Et ça va induire que bon, la variation d'enthalpie est négative. Hein. Delta H est négatif dans ce cas-ci. Et inversement. Donc ça, on a affaire à ce qu'on appelle un système exothermique. Il est exothermique. Maintenant, on peut faire le contraire. Hein. Si on fait le contraire, c'est tout le contraire qui va se produire.
si maintenant on a un abaissement de température, ça veut dire que c'est le système qui a fourni au milieu extérieur de l'énergie. Voilà, il a fourni de l'énergie, une variation de chaleur négative. Ça veut dire que le système a fourni au milieu extérieur, ou le milieu extérieur a reçu de l'énergie du système. Et là, à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un delta H. Et ce delta H là, il est positif. Ce delta H est positif. Voilà. On dira que ce delta H, et là, à ce moment-là, on a affaire à ce qu'on appelle une transformation qui est non pas exothermique, mais endothermique. Bon, il y a des autres termes qu'endothermique. Voilà, il y a des mots un peu plus savants qui existent. Et j'utilise les mots exothermique et endothermique pour dire, bon, soit que le système a donné de l'énergie au milieu extérieur, c'est endothermique, ou que le système a reçu de l'énergie de la part du milieu extérieur, ça c'est exothermique. Donc le système s'échauffe, si vous voulez. S'il s'échauffe, le système, bien, ça veut dire que il est exothermique. Voilà, mais quand on peut voir ce delta Q là, cette variation, bien sûr, elle dépend bien sûr d'une situation initiale, donc d'une température finale et d'une température initiale. Donc elle ne dépend pas que de la température, elle dépend aussi de la masse. La masse. Alors, chauffer une masse de 5 kg n'est pas la même chose que pour la même substance. Hein. Si je prends par exemple de l'eau, chauffer une masse de 5 kg d'eau ne revient pas à la même chose que chauffer une masse de 100 kg d'eau, vous en conviendrez. Plus la masse est importante et plus il faut apporter de la chaleur. Voilà, je vais prendre 10 kg hein, pour ne pas aller trop haut. Voilà, je vais mettre 10 kg d'eau. Pour chauffer 10 kg d'eau nécessite plus d'énergie thermique ou calorifique que 5 kg d'eau. Fatalement, la masse est beaucoup plus grande. Pour la même élévation de température, hein, pour la même élévation de température et pour le même corps, ben, pour deux masses différentes, ben, il faut apporter plus de chaleur pour une masse beaucoup plus importante. C'est tout à fait normal. Si vous devez chauffer une piscine, ben, c'est tout à fait normal qu'il faille apporter plus de chaleur en énergie. Bien sûr, énergie par exemple électrique, hein, il faudra chauffer la piscine voilà, au niveau électrique. Ou au niveau, enfin, on peut chauffer une piscine de plusieurs manières, hein. Voilà, par toutes sortes de choses, hein. Bon, comment on peut chauffer de l'eau? Ben, par du mazout, par l'entremise du mazout, par du gaz naturel, par voilà, l'électricité, par l'énergie solaire. Il y a toutes sortes de formes d'énergie qui peuvent chauffer l'eau. Mais dans tous les cas de figure, l'énergie apportée par le système qui devra apporter cette énergie-là, mais ce sera la même énergie à apporter pour chauffer l'eau. Que ce soit, si la piscine est de, voilà, on va dire 1000 litres, on a une piscine de 1000 litres, ce qui est beaucoup, là on va dire 100 litres, une petite piscine, hein, voilà, une petite piscine de 100 litres. Pour chauffer une petite piscine de 100 litres, ben, il faudra, quel que soit le système, la même énergie à apporter pour chauffer quel que soit le système, hein, il devra apporter son énergie calorifique qui est équivalente à faire chauffer 100 litres. 100 litres d'eau. Voilà. Donc, ce qui veut dire par là que, bon, vous voyez que chauffer 10 kg n'est pas la même chose que 5 kg. Maintenant, pour la même masse, si j'ai la même masse à chauffer 10 kg et 10 kg, s'il y en a une qui doit être chauffée plus haute que l'autre, ben, fatalement, il faudra apporter plus d'énergie pour l'élévation de la température la plus élevée. Supposons que j'ai 5 kg et 5 kg, je dois chauffer d'un côté 5 kg d'eau et de l'autre côté 5 kg d'eau. C'est toujours la même substance qui est de l'H2O pour les deux. Donc au niveau de la substance, il n'y a rien qui change. Mais si la température finale de l'un est beaucoup plus grande que l'autre, ben, fatalement, il faudra apporter de la chaleur plus importante à celle qui est la température la plus élevée. On doit apporter, s'il y en a une qui passe de 5 degrés à 20 degrés, il faudra apporter une certaine quantité de chaleur pour aller de 5 à 20. Mais si vous devez, à côté de ça, il y a la même masse
d'eau, mais que vous ne devez pas chauffer forcément de 5 à 20, mais de 5 à 50, là, la température entre 5 et 50 est beaucoup plus élevée que de 5 à 20. Donc, celle de la masse d'eau de 5 kg, dont la température finale doit être de 50 degrés, euh, on doit lui apporter une plus grande quantité de chaleur que celle où la masse est la même que celle de 50, élevée à 50 degrés, mais dont la température fait 20. Dont la température fait 20. Donc, plus la température est élevée, plus il faudra apporter une charge de chaleur. Une charge de chaleur, c'est-à-dire voilà, une quantité de chaleur. Quand on dit quantité de chaleur, c'est la lettre Q. Q de quantité de chaleur. Q de quantité de chaleur. Donc, quand on dit delta Q, c'est variation de quantité de chaleur. Voilà, alors sachez que on va, quand on met de la chaleur, c'est pour qu'elle soit isolée hein, dans le calorimètre et qu'il n'y a rien qui s'échappe, mais il y aura toujours des pertes. Le problème, il est là. Bon, on peut pas, je veux dire, échapper aux pertes. Et quand il y a les notions de pertes, il y a des notions de rendement, le calcul de rendement. Voilà, quand on a des pertes, il y a le calcul théorique, mais il y a le calcul, ben voilà, il y a la réalité. Entre le calcul théorique et la réalité, voilà, il y a toujours des prises en compte de coefficients qui font qu'on a un certain rendement qui est, voilà, il y a des rendements théoriques comme il y a des rendements, je veux dire, réels, réalistes. Voilà, donc en fait, l'accumulation de chaleur qui est apportée par le milieu extérieur, par exemple au calorimètre, ben, on essaie d'isoler au maximum que le système soit isolé pour éviter tout échange de matière et de chaleur. Mais en fait, on a toujours des pertes, hein, quelles qu'elles soient, on a toujours des pertes. Il est difficile d'isoler, je veux dire, à 100%. Donc on a toujours des pertes. Et ce qui fait que, bon, on a une accumulation, oui, une accumulation qui est ce qu'elle est. C'est-à-dire une capacité, je veux dire, à tenir cette chaleur. Une capacité à tenir cette chaleur, mais qu'à un certain moment, cette chaleur va finir par voilà, être voilà, dissipée, échangée avec le milieu extérieur. Parce qu'en fait, un système isolé, ça n'existe pas. Un système 100% isolé, ça n'existe pas. Il y a toujours des pertes quelque part, et au final, avec le temps, ces pertes finissent par refroidir voilà, la masse d'eau. Donc, c'est bien d'accumuler une certaine chaleur, mais cette certaine chaleur, bon, si on sait l'accumuler le plus longtemps possible, mieux c'est. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe avec les thermos de café. Un thermos de café, on essaie que ça dure le plus longtemps possible. Mais au bout du compte, après quelques heures, bon, il y a certains thermos de café, le café il est froid à l'intérieur. Ouais. Parce que bon, l'isolement, il est ce qu'il est. Et comme dans tout isolement, ils sont ce qu'ils sont. Voilà, ça constitue de la matière et ça constitue quand même, je veux dire, un échange avec la matière et donc fatalement des pertes. Voilà, ceci étant dit, ce qui veut dire que le delta Q dépend de la masse et de la variation de température. Mais il dépend aussi de ce qu'on appelle ces substances. Les fonctions de la substance, comme je vous ai dit dans les vidéos précédentes, et voilà, ces substances, c'est-à-dire elle est dépendante de la substance. Chauffer de l'eau, c'est pas la même chose que chauffer de l'huile. Chauffer, voilà, vous allez chauffer certains éléments par rapport à d'autres. Oui, quand je vous parle d'huile ou d'eau, bon, c'est des liquides, mais je peux parler en termes de solide ou de gaz. Hein. Ou plutôt en termes de solide, parce que bon, voilà, en termes de solide ou de liquide. Parce que pour les gaz, ça se passe autrement. Je vous montrerai comment ça se passe. Pour le gaz, c'est pas tout à fait un calorimètre identique à celui des solides et des liquides. Donc pour les gaz, je préfère pas en parler. Je verrai ça en son temps opportun quand je parlerai de bon voilà de calorimètre à gaz pour les gaz. Mais ici, quand il s'agit de solide ou liquide, bon, ces substances, qu'elles soient liquides liquides ou solides, ça dépendra de la substance. Donc on a, au bout du compte, la variation de chaleur va dépendre de la substance. C'est-à-dire qu'il y a des substances qui vont demander plus d'énergie calorifique pour la même masse de corps et pour la même variation de température. Alors, qu'est-ce que ça veut dire même masse de corps et même masse il faut passer par une base.
faut passer par une base. Quand on dit, bon, même masse, c'est bien de dire ça, mais c'est quelle masse? Alors, pour éviter ce problème-là, bon, on va tout ramener sur une base unitaire d'1 gramme. Et puis, on pourra discuter de ces substances. Mais avant tout, plaçons ceci sur base d'1 gramme. Voilà. Et plaçons la variation de température pour discuter de ces substances en fonction de une variation donnée de 1 degré Celsius. Alors vous allez me dire, ouais, mais voilà. Donc on va parler sur une base d'1 gramme et 1 degré Celsius. Comme ça, bon, on pourra comparer d'une substance à l'autre par rapport à une masse d'1 gramme et une masse d'1 degré Celsius. Et on pourra définir les choses par rapport à une masse d'1 gramme et par rapport à une masse d'1 degré, enfin par rapport à une température d'1 degré Celsius. Comme ça, bon, on ne parlera pas de, oui, mais l'autre il a 2 kilos et lui il a 1 kilo. Non, on va tout passer sur une base d'1 gramme. Et on va pas dire, oui, lui il a, oui, mais lui il a 20 degrés, il est peut-être plus, il a plus de capacité que thermique que l'autre, alors que l'autre il est à 5, bah, calculons, on va voir si c'est le cas. Bon, pour ne pas calculer, tout a été fait dans des tables sur base d'1 gramme et d'1 degré. Comme ça, bon, on sait les comparer directement. Alors, eh bien, ce que je vous dis là, c'est ce qu'on appelle la capacité thermique. Ce qu'on appelle la capacité thermique massique, ou ce qu'on appelle la chaleur massique, ou encore la chaleur spécifique. Ce qu'on appelle la chaleur spécifique. Donc, il y a 3 terminologies possibles. Il y en a qui sont anciennes, voilà, il y en a qui sont plus désuètes. Et je vous rappelle que beaucoup d'unités en sciences sont désuètes et malgré tout sont utilisées quand même. Je pense par exemple au ohm. Ohm, l'inverse des ohms, c'est le mot. Le mot, bon, qui est l'écriture inverse du ohm. M-O-H, M-H-O. Ohm, c'est O-H-M et mot, c'est M-O-H. Voilà, c'est le contraire. C'est désuet, mais c'est quand même utilisé. Alors certains utilisent par exemple en chimie 25 degrés Celsius, qui est la température de laboratoire. Mais avant, la température de laboratoire, c'était 18 degrés. Donc, voilà, il y a encore des données qui sont sur Internet concernant 18 degrés Celsius. Si je prends par exemple les unités, voilà, au niveau du gré et du, comment on appelle ça, du sievert. Bon, là on retrouve des unités désuètes mais qui sont encore utilisées. Voilà, qui sont le, comment on appelle ça, les becquerels. Les becquerels. Les becquerels, normalement, bon, je veux dire, c'est une unité désuète, voilà, mais voilà, qui est encore utilisée. Bon, donc en science, il y a beaucoup d'unités qui sont désuètes, mais qui sont encore utilisées. Voilà, certains pays les utilisent encore. Bon, qu'est-ce que c'est que désuet? Bon, c'est chacun à sa guise. Il y a des anciennes unités, elles sont toujours, voilà. Maintenant, pourquoi utilise-t-on toujours les millimètres, le thor, datant de, voilà, le thor. Pourquoi un thor ou le millimètre de mercure? Pourquoi le millimètre de mercure? Ou pourquoi le millimètre de xylène? Ben parce qu'en fait, on a des, voilà, on a des appareils qui sont axylènes et il faut mesurer en millimètres de xylène. Pourquoi en millimètres de mercure? Parce qu'il y a des appareils, voilà, il y a comment ce qu'on appelle des appareils où ils utilisent le mercure. Donc il faut, on va utiliser des millimètres de mercure. Mais quelque part, le mercure, c'est ce qui a été utilisé par Torricelli, donc ne devrait plus être utilisé à notre époque, mais utilisé par d'autres, utilisé par adopté à d'autres unités, mais on garde quand même les millimètres de mercure, les millimètres de colonne d'eau, etc., etc. Bon, ben, on garde tout ça, il n'y a pas de problème. On garde. Donc, qu'est-ce qui est désuet en sciences? Ben, je ne sais pas plus, parce que au bout du compte, on retrouve quand même dans des calculs des anciennes unités. Bon, c'est corétisé par certains pays, ça c'est pas un problème. Voilà. Donc ici, ces substances vont se référer à 1 gramme et à 1 degré Celsius. Et donc, quand je dis capacité thermique massique ou chaleur massique ou chaleur spécifique, c'est 3 terminologies qui sont similaires, mais il y en a une qui est désuète par rapport aux 3 autres. Voilà. Alors, je vous rappelle que l'analogie qu'on pourrait faire de ceci, ben, on peut s'amuser à faire une analogie avec voilà, ce qu'on appelle en électronique ou en électricité les condensateurs.
le condensateur qui est tout simplement un réservoir de charge électrique. Quand je dis charge électrique, c'est des électrons. Pourquoi des électrons? Parce que bon, on a des solutions qui sont liquides, qui ont comme mobilité des ions et non pas des électrons. Voilà, donc en fait, il faut savoir distinguer bon, les mobilités, les porteurs qui peuvent être des ions, mais ici, ce n'est pas des ions, ce sont des électrons. Puisqu'il s'agit d'un solide dans lequel il va accumuler des électrons. Voilà, mais si j'avais une solution liquide en chimie, bon, on retrouve des ions. Là-bas, les porteurs dans la solution sont des ions. On ne retrouve que des électrons uniquement au niveau des électrodes, et là, à ce moment, ils circulent les électrodes pour aller, je veux dire, là où elles doivent aller. Voilà. Donc ici, le condensateur, c'est la meilleure analogie que l'on peut faire avec cette notion de ces substances, ou ce qu'on appelle la capacité thermique massique. Bien sûr, ici, il ne s'agit pas d'un condensateur, puisque là, on a affaire à un condensateur d'électronique, un composant électronique ou un composant électrique, parce qu'on retrouve des composants en électricité et de gros condensateurs. L'électronique, c'est des petits composants voilà, qui sont des petits condensateurs. Mais le condensateur va accumuler, c'est une réserve de charge, mais qui va se décharger, bien sûr, parce qu'on va lui attribuer, on va lui donner des charges, il y a un circuit, et puis, bon, quand on va interrompre ce circuit-là, et ces charges-là vont être utilisées pour, voilà, il va passer d'éléments, euh, on va dire, passifs. Donc, il va recevoir de l'énergie, et puis après, il va devenir actif en fourguant cette énergie-là à un autre circuit, voilà, qui est autre que celui qui lui a donné, je veux dire, ses charges. Voilà. Et donc, le condensateur va remplir ce rôle d'accumulateur de charge. De charge quoi? Électrique. Donc de charge électronique, qui sont des électrons. Alors, ces substances, par analogie, c'est un peu la même chose, c'est une capacité aussi. Parce que condensateur, un autre terme de condensateur, c'est la capacité. C'est une capacité électrique. Voilà, capacité. D'ailleurs, on a qui disent kappa. Voilà. Et là, ces substances, c'est aussi une capacité. Mais non pas une capacité électrique, mais une capacité thermique. Voilà. Alors, qui concerne quoi? Une masse. Ça va concerner une certaine masse. Donc, c'est une capacité thermique massique. Ou alors, en d'autres termes, une chaleur massique ou chaleur spécifique. Alors, je vais vous montrer pourquoi chaleur massique ou chaleur spécifique. C'est le but justement de cette vidéo. Alors, la capacité thermique, donc rapportée à sa masse, donc, c'est une grandeur qui permet d'entrevoir l'accumulation de l'énergie sous forme, bien sûr, thermique, pour une masse donnée, bien sûr. Quand, bien sûr, la température évolue. Hein, quand la température évolue. Et ce qui veut dire qu'en d'autres termes, vous pouvez faire des comparaisons de différentes substances. Une grande capacité thermique signifie qu'une grande quantité de chaleur peut être stockée moyennant une faible variation de température. Donc, et c'est une grandeur qui est ce qu'on appelle intensive, parce qu'elle est indépendante de la quantité de matière. C'est une grandeur intensive. C'est-à-dire, bon, maintenant, ça se comprend, hein, bon, quelque chose qui a, une substance qui a une capacité thermique beaucoup plus grande. D'ailleurs, je vais le voir tout de suite, vous allez voir, le but de la vidéo, c'est ça, justement, c'est de voir ce qui va se passer en prenant comme substance qui est de l'eau. Je prends de l'eau. Alors, je reviens à ceci. Donc, il demande de calculer la quantité d'énergie calorifique fournie à l'eau de 1 gramme. Voilà, donc on va fournir, on va faire, on va voir combien on va donner à 1 gramme d'eau, en énergie bien sûr, calorifique, thermique, hein, dont la variation de température varie de 1 degré Celsius ou 1 Kelvin. Alors, la première des choses à savoir, c'est que le Kelvin est 1 degré Kelvin fait 1 degré Celsius. 1 degré Kelvin fait 1 degré Celsius. Alors, je vais vous le montrer tout de suite. Si je prends, voilà, là, je mets l'axe des degrés Celsius et là, l'axe des degrés Kelvin. Bon.
Alors, on est limité dans les degrés Celsius à moins 273,15. Moins 273,15 degrés Celsius. Voilà. Alors, on est limité, bien sûr, au niveau des négatifs par le zéro. Et au-dessus, on peut passer au-dessus de zéro, bien sûr. Donc, on se retrouve par exemple ici, on a le 0 degrés Celsius. Ah. Donc, vous entrevoyez bien que entre 0 degrés Celsius et moins 273 degrés Celsius, il y a 273 degrés, il y a 273,15 degrés. Vous l'entrevoyez bien, puisque je vous ai dit que de 0 à moins 273,15, l'écart entre les deux, c'est 273,15. Maintenant, si je prends les degrés Celsius, Kelvin, le Kelvin, d'abord, de 1, c'est une unité thermodynamique, donc en référence avec la thermochimie ou la thermodynamique, mais ici, je suis en calorimétrie physique, donc je ne vais pas utiliser le degré Kelvin, mais le degré Celsius. Donc, il n'y a pas de, voilà, de différence, puisqu'en fait, si je prends, ici on est dans la zone négative des degrés Celsius, hein. De 0 à moins 235, on est dans la zone négative, alors que le Kelvin, par souci, je veux dire, voilà, de signe, on garde du positif parce que la thermodynamique introduit beaucoup de conventions de signes qui fait que, bon, si en plus de ça, la température vient modifier les signes, bon, vous voyez bien ici que j'ai mis delta H négatif, j'ai mis delta H négatif ici, hein, voilà, delta H négatif, la variation d'entropie positive, la variation voilà, delta Q positif, delta H négatif, bon, delta S positif ou négatif, delta G positif ou négatif, peu importe, delta G, voilà, qui est l'enthalpie libre, etc., etc. Tout est conventionné par des signes, puisqu'il y a des transformations, et il faut savoir si, dans ces transformations subites par le système, si, bon, si la variation est croissante ou décroissante. Et on parle de variation d'entropie, croissante ou décroissante, variation d'enthalpie croissante ou décroissante, variation d'enthalpie libre, croissante ou décroissante, etc., etc. Tout ce qui est variable de thermodynamique peut varier dans un sens ou dans un autre, ce qui fait qu'on peut avoir des signes. Mais maintenant, si vous mettez des calculs en plus de ça que la température a son propre signe, mais ce serait délicat pour les calculs de thermodynamique, hein, je vous le dis tout de suite, la température viendrait tout bouleverser au niveau de ces calculs. Donc, pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On met une échelle positive pour qu'elle ne bouleverse pas, justement, toutes ces variations, je veux dire, qui peuvent être positives ou négatives. Donc là, on va partir d'une échelle qui est de 0 Kelvin, voilà, et quand on aura le 0 degré Celsius, ben, vous comprendrez qu'on sera à 273,15. Là, on va être à 273,15 Kelvin. 273,15 Kelvin. Voilà. Ce qui veut dire que ben, l'écart, il est le même. On a aussi bien d'un côté que de l'autre 273,15 degrés. On a 273,15 d'un côté que de l'autre. Ce qui veut dire que si je prends bon, un écart entre les deux, si je prends 1 degré Celsius d'écart, hein, peu importe où, entre moins 10 ou moins 10 et moins 9, ben, il y a un écart de degrés, ben, j'aurai un écart de 1 Kelvin. Tout écart de... voilà, si je prends un écart ici, ben, si je prends peu importe l'endroit où je prends l'écart, hein, ça change rien dans le système, enfin ça change rien voilà, dans les explications. Si je prends un écart de 1 degré Celsius, ben, ça correspond à un écart de 1 Kelvin. Ben, quel que soit l'endroit où vous allez prendre cet écart, entre moins 9, moins 10 degrés Celsius, entre 20 et 21, entre 20 et 21 et bien 1 degré Celsius, ben, on aura un écart de 1 degré Celsius qui est équivalent à 1 Kelvin. Voilà.
Voilà. Donc ce qui veut dire que vous parliez en écart, en degrés Celsius ou en Kelvin, il n'y a aucun souci, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence, pour autant que vous parliez bien sûr en termes d'écart. Voilà. Alors, revenons à nos moutons. Donc, calcul de la quantité d'énergie calorifique fournie à l'eau. Donc, l'eau, la substance est connue, c'est de l'H2O. Alors, je vous rappelle que les calculs ont été faits voilà, par beaucoup de personnes au départ, via l'historique que vous pouvez aller consulter sur les vidéos précédentes. Enfin, sur les vidéos que j'ai fait sur le, comment on appelle ça, sur l'historique, voilà, l'historique voilà, de la calorimétrie physique, parce qu'il ne parlait pas en ce moment, les premiers moments de l'existence de la calorimétrie, mais il ne parlait pas de thermodynamique. Hein. Bon, la thermodynamique est venue par après, donc on ne pouvait pas parler de calorimétrie thermodynamique ou thermochimique avec les enthalpies libres et tout ce qui s'ensuit, puisque c'est venu longtemps par après, les époques de Mayer, les époques voilà, Dalton, comment il s'appelle, Joule, et comment on appelle ça, je sais plus comment il s'appelle, je me rappelle plus du nom, voilà, de la personne, voilà, qui est un des précurseurs, euh, je sais plus comment il s'appelle, un des précurseurs, je veux dire, avec, je ne sais plus de son nom, je m'excuse, moi, j'ai complètement oublié. Enfin bref, ceci étant dit, ces personnes-là, bon, on n'avait aucune notion de thermodynamique, puisque la thermodynamique n'existait pas à cette époque-là. Donc, ils avaient bon, les prémices de la calorimétrie physique, et pas la calorimétrie thermodynamique. Bon, voilà. Donc ici, le calcul de la quantité d'énergie calorifique fournie à l'eau. On sait bien que la substance, c'est de l'eau. La formule moléculaire de l'eau, c'est H2O. Bon, de 1 gramme, dont la variation de température varie de 1 degré Celsius ou 1 Kelvin. Je vous viens de vous dire que 1 degré, l'écart de 1 degré ou 1 Kelvin, c'est le même. Sachant que pour l'H2O, le coefficient de chaleur spécifique de l'eau est de 4,186 joules par gramme et par Kelvin. Bon, alors vous voyez que l'unité ici, c'est fondamental, c'est ce que je vais vous montrer ici. C'est le joule par gramme par Kelvin. Ben, c'est ce qui se passe ici, puisqu'en fait, on évalue pour 1 gramme et on évalue pour 1 Kelvin. Bon, j'aurais pu dire 1 joule par gramme par degré Celsius, hein, parce que bon, aussi je ne suis pas en thermodynamique, donc je peux évaluer en grammes, en joules par gramme par degré Celsius. Bon, voilà. J'ai mis par Kelvin, c'est pas un problème. Je peux changer, c'est pas un problème. Ça ne changera pas. C'est juste que pour, bon, je le mets, j'aurais pu mettre ceci. Voilà, j'aurais pu mettre ça. Bon, attention que j'ai oublié le degré qui va avec le C. Voilà, j'aurais pu mettre ceci. Ça change rien. Ça change rien. Que vous mettez en Kelvin ou en degrés Celsius, ça change rien. Bon, je vais garder comme il était auparavant. Bon, ça, pour moi, bon, que je mette en degrés ou en... Voilà. Simplement, ici, c'est une définition. Hein. Ça provient d'une propre définition, parce qu'en fait, l'unité de quantité de chaleur appelée calorie a été définie comme étant la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'une masse d'eau de 1 gramme de 14,5 à 15,5. Ce qui veut dire que de 14,5 à 15,5, ça fait bien 1 degré Celsius ou 1 Kelvin. Donc vous voyez bien que l'unité de quantité de chaleur, appelée calorie, a été définie par rapport à voilà, le chauffage de 1 gramme. Et ce chauffage, on a monté de 1 degré, de 14,5 à 15,5. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est exactement le cas de figure ici. Ouais, mais regardez bien. Au départ, la calorie, on a trouvé l'équivalent de la calorie via une vidéo que je vous ai faite dans la playlist. Vous pouvez aller voir, la consulter dans la playlist. Voilà, dans une des playlists, hein, qui est la calorimétrie physique, je crois. Vous retrouverez une vidéo qui parle de l'équivalent de mécanique de la calorie. Bon, ils ont retrouvé ceci. Une calorie, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé la vidéo par ceci. Une calorie, c'est 4,1855 joules. Voilà, avec une certaine approximation, bien sûr. Ou, si vous voulez mettre au millième, une calorie, c'est 4,186 joules. Ben, certains disent que, bon, c'est une calorie, c'est 4,184 joules, et ils sont précis jusqu'à une certaine précision donnée. Bon, je me fie, bon,
Je peux me fier aux trois valeurs, pour moi elles sont bonnes. Voilà. Parce que ici ça ne demande pas des calculs de grande précision, ce que je vais faire. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'il est marqué que c'est une calorie vaut le joule. Vaut 4,1855 joules. Mais il n'est pas marqué joule par gramme et par Kelvin, ou joule par gramme et par degré. Voilà, comme il est indiqué ici. C'est normal, parce que ça a été attribué à une nouvelle définition que que l'unité de quantité de chaleur, appelée calorie, a été définie comme étant la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'une masse d'eau de 1 gramme de 14,5 à 15,5. Donc la définition était, si vous voulez, réadaptée. Bon. Ce qui veut dire que, bon, si on réadapte, pour 1 gramme, on regarde, et ça c'est très bien, parce que, pourquoi on fait ça? Mais comme ça, on pourra justement évaluer toutes les substances pour 1 gramme et pour 1 degré, et définir justement la chaleur massique, ou le coefficient de chaleur massique du corps, le coefficient de chaleur massique, le coefficient de chaleur spécifique, le coefficient ou ce qu'on appelle la capacité thermique massique. Voilà, on va la définir par rapport à une base qui est 1 gramme et 1 degré. Voilà. Alors maintenant je vais le faire pour l'eau, je vais faire un petit calcul pour l'eau. Au travers, bon, quand on demande de calculer la quantité d'énergie calorifique fournie à l'eau, ben on va regarder combien vaut cette quantité. Il suffit d'appliquer la formule Q est égal à MC delta T. Ces substances, c'est la chaleur spécifique de l'eau. Bien sûr, la variation de température. La variation de température vaut 1. Voilà. Alors, on va calculer ça. Je vais le faire ici. On a 1 gramme. 1 gramme. Ici, je vais mettre la capacité, la chaleur massique de l'eau, c'est-à-dire 4,186. Ouais, ici, il suffit que, comme je suis dans Excel, je vais faire juste égal. Hein. Là, j'ai 1 gramme. Voilà. Là, c'est 1 gramme. Ceci, c'est 1 gramme. Voilà. Que je vais multiplier. Bon, oui, ici, il y a un petit problème. Voilà, voilà, multiplié par la chaleur massique de l'eau. Son unité, bah, je vais bien le laisser en Kelvin, c'est pas un problème. Hein. Bon, je peux remettre en degrés ou en Kelvin. Je vais bien le remarquer en dessous en degrés, pour vous dire que je prenne l'un ou l'autre. Voilà. Alors, je vais multiplier par la variation de température, mais la variation de température, c'est 1 degré Celsius ou 1 Kelvin. Bon, comme j'utilise des Kelvins ici, mais je suis obligé de mettre en Kelvin, je ne peux pas mélanger les unités. Voilà. Et là, je dois mettre obligatoirement des degrés Celsius. Voilà. Donc d'un côté, on a des grammes, on a voilà, des grammes. Ici, on a des joules par gramme. Donc si je simplifie les grammes de celui-là avec les grammes de celui-ci, il va rester des joules par degré. Mais des joules par degré Celsius fois des degrés Celsius, mais ça fait des joules. Donc la réponse ici, je vous le dis tout de suite, elle va être en joules. Elle va être en joules. Voilà. Maintenant, si je prends la seconde, je fais des grammes fois des joules par gramme par Kelvin. Ben, les grammes se simplifient, j'aurai des joules par Kelvin. Si je fais encore fois des Kelvin, des joules par Kelvin fois des Kelvin, ça fait encore des joules. Bon, voilà. Ce qui veut dire maintenant, je vais calculer le produit, M, la masse 1 gramme, fois la capacité thermique massique de l'eau, fois, voilà,
la variation de température par définition qui est de 1 degré Celsius. On a 4,118 voilà, joules. 4,186 joules. Bon. Qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous constatez? C'est que cette chaleur-là, ben, elle correspond à la capacité thermique massique. C'est la capacité thermique, c'est normal, parce que c'est la définition qui a fait ça. On a attribué une définition que pour voilà, que la chaleur fournie à l'eau, eh bien c'est mc delta T. Or le m, la masse, vaut 1 gramme. La chaleur spécifique est donnée en grammes en joules par gramme et par Kelvin. Et puis on fait une variation d'1 degré Kelvin, ou d'1 degré Celsius si vous voulez. Voilà. Donc ces fameux 1 et 1 ici et 1 là, ne jouent aucun rôle, parce que 1 fois 1, c'est... Voilà. Et comme les unités ici, en joules par gramme et par Kelvin, va enlever cette unité gramme là, et cette unité degré Celsius au Kelvin. Donc il ne restera plus que des joules. Donc ce qui veut dire que comme il ne reste plus que des joules, mais comme j'ai 1 et 1 ici, ben, ce qui veut dire que le tout produit de ceci par ceci, 1 fois 1, c'est voilà, le 1 il est neutre pour la multiplication. Donc je fais 2 neutres entre eux, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. 1 fois 4,186, ce qui fait 4,186. Ce qui veut dire qu'ici, la chaleur apportée nécessaire pour élever la température d'1 degré Celsius d'un gramme de corps, qui est ici en l'occurrence un corps bien précis, bien ça va donner ce qu'on appelle sa chaleur spécifique. Ça va donner sa chaleur spécifique. J'aurais pu le faire avec un autre corps. Hein. Voilà, donc faire évaluer ça, faire apporter la chaleur à 1 gramme de corps et le faire évoluer d'1 degré, ça constitue justement ce qu'on appelle sa chaleur spécifique. C'est la définition propre de la chaleur spécifique. Voilà. Alors maintenant, ceci étant dit, c'est valable pour tous les corps. Ce que je viens de vous dire là est valable pour tous les corps. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la chaleur spécifique ou la chaleur, la capacité thermique massique, la chaleur massique, ou si vous voulez, la chaleur spécifique d'un corps, et c'est tout simplement la chaleur, vous voyez, je viens de calculer une chaleur, c'est des joules. 4,186, c'est en joules. Ça veut dire que c'est la chaleur nécessaire pour faire chauffer 1 gramme de corps d'1 degré. Vous avez la définition propre de ce qu'on appelle la chaleur spécifique. Mais ici, comme il s'agit de la substance qui est de l'eau, ben, c'est la chaleur spécifique de l'eau, ou encore la chaleur massique de l'eau, ou encore la chaleur, la capacité thermique massique de l'eau, qui constitue en soi ce qu'on appelle une capacité thermique qui se rapporte à sa masse, et qui est une grandeur qui permet de voilà, d'attribuer une certaine forme d'accumulation d'énergie sous forme thermique pour une masse donnée quand sa température évolue. Voilà. Alors, ici, je vous rappelle que si le delta T est positif, le delta Q est positif. Et delta H est négatif. Le delta H sera négatif. Attention que ce n'est pas le delta Q ici, c'est le delta H. Voilà, le delta H sera négatif. La variation d'entalpie pi sera négative. Et ça veut dire que si delta T est positif, alors delta Q est positif, on a un bilan exothermique et le système reçoit de l'énergie du milieu extérieur, ou inversement. On peut dire que si le système reçoit de l'énergie du milieu extérieur, ça veut dire que le milieu extérieur fournit de l'énergie au système. Bon. Maintenant, si delta T était négatif, alors ça induirait un delta Q négatif et ça induirait un delta H positif. Et un delta H positif, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout simplement un bilan endothermique. Le système fournit de l'énergie au milieu extérieur. Ou inversement, le milieu extérieur reçoit du système de l'énergie. Calorifique, bien sûr, parce qu'ici on est en plein dans la calorimétrie, c'est des échanges thermiques. Voilà, ce sont des échanges thermiques
ou encore thermodynamique. Voilà. Donc on sait bien qu'une calorie, ça fait 4,186 joules. Voilà. Maintenant, regardez bien. Supposons que l'eau aurait un coefficient de chaleur plus grand que 4,186. Je vais mettre un coefficient x2. Supposons qu'il serait de 2 fois plus grand. On se retrouve avec 8,372 joules. Ça veut dire que là, à ce moment-là, qui dit coefficient de chaleur spécifique ou capacité thermique massique beaucoup plus grande, ce qui signifie, bon, quantité de chaleur à fournir beaucoup plus grande. Donc, ça veut dire que le corps doit accumuler, elle peut accumuler plus de chaleur pour une même variation de température. Voilà, elle peut accumuler plus de chaleur. Là, elle devra accumuler 8,372 de chaleur pour une petite variation de température qui est de 1 degré Celsius. Donc vous voyez qu'on se base sur une température qui est toujours la même de 1 degré Celsius. C'est ça qui est bien. Et c'est toujours la même masse. C'est ça qui est bien. Donc on peut discuter et voilà, faire des comparaisons par rapport à 1 degré et à une masse d'1 gramme. On peut discuter. Voilà, c'est sujet à discussion maintenant parce qu'on peut comparer ce qui est comparable par rapport à une masse d'1 gramme à une température de 1 degré Celsius et c'est vraiment parfait. Et donc on peut se dire qui peut accumuler plus d'énergie par rapport à quelle est la substance qui peut accumuler plus d'énergie par rapport à une autre. Ce qui veut dire que c'est bon, je dois changer ça parce que bon, c'est pas tout à fait exact, c'est x1, on a 4,5. L'eau fait ceci. Voilà. Il y a des corps qui sont, voilà, qui accumulent plus d'énergie calorifique et il y a des corps qui, par rapport à l'eau, si je fais une comparaison par rapport à l'eau, et d'autres qui accumulent moins de... Voilà, on retrouve tous les cas de figure. Hein. Voilà, par rapport à l'eau, il y en a qui vont être, qui demanderont plus de chaleur pour une masse d'1 gramme et une température d'1 degré, mais d'autres demanderont moins de chaleur nécessaire. Voilà, maintenant, ceci étant dit, toute la base est là. Parce que maintenant, si on sait pour 1 gramme, on peut faire pour 10 grammes. Alors, si on fait pour 10 grammes, il suffit de faire x 10. Alors, remarquez que ici, pour 10 grammes, ça fait 10 calories. Ça veut dire que pour 1 gramme, j'ai 1 calorie. Et ça, c'est magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la calorie a été définie en même temps, de 1, pour faire des comparaisons, hein, comme je viens de vous le dire, hein, par rapport à la chaleur spécifique, mais de 2, elle permet d'établir une unité. Quand on a 1, 1 et 4,186, ça veut dire qu'on se ramène à 1. On retombe à 1. Avoir 1 gramme et 4,186, ben, on a une unité qu'on appelle la calorie. Donc on peut se ramener à, je veux dire, à une comparaison par rapport à l'eau. Voilà, qu'est-ce que c'est que la calorie? On peut comparer par rapport à l'eau. Voilà, si un corps fait 10 calories, ben, ça veut dire que 10 calories, en comparaison avec l'eau, ben, ça veut dire que ça a été 10 fois plus que voilà, une base, qui serait de 1 gramme et de 1 degré Celsius avec la capacité de l'eau, puisqu'on connaît la substance, on compare par rapport à la substance qui est l'eau, ben, on serait 10 fois plus grande que l'eau. C'est ça que ça veut dire 10 calories. Voilà, on compare par rapport, la calorie, on compare par rapport à, voilà, à la base d'une calorie. Et qu'est-ce que c'est qu'une calorie? Bien, elle a été définie, voilà, de manière ici très bien faite. Hein. Elle a été définie, on a défini l'unité calorifique qui est 1 calorie. Voilà, donc je peux comparer par rapport à d'autres substances combien de calories qu'elles font et faire voilà, une liaison par rapport à l'eau. À l'eau, et de se dire, bon, sachant qu'une calorie, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 4,186 fois 1 gramme fois 1 degré Celsius. Voilà, ça fait une calorie, mais je peux me ramener par rapport à une comparaison par rapport à l'eau. Donc en fait, l'eau serait un comparatif parfait par rapport aux autres substances pour avoir le nombre de calories. Voilà. Alors on peut parler en kilocalories, hein. Il suffit juste de faire diviser par 1000. Voilà, ici c'est comme les joules, hein. On peut diviser par 1000, 4,186 joules, ça fait 0,4186 kilojoules. Voilà, il suffit de diviser par 1000. Alors maintenant, remarquez bien qu'ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un CS. Ben, ce CS, qu'est-ce que c'est? Ben, regardez bien. Je vais mettre 2 grammes. 2 grammes. Ben, 2 grammes, c'est 2 calories. Ça veut dire quoi?
bien, ça veut dire que j'ai deux fois le CS. Et le CS, c'est le coefficient de chaleur spécifique de l'eau. En mettant 2 grammes, j'ai 2 fois le CS. C'est-à-dire, quand je dis 2 CS, ça veut dire que j'ai 2 calories quelque part. C'est 2 fois une calorie. Parce que le CS, 4,186 grammes pour 4,186 joules par gramme par kilo pour 1 gramme et 1 degré Celsius, j'ai 1 CS. C'est-à-dire une calorie. Maintenant, si je mets 2 grammes, ben, j'ai 2 CS. C'est-à-dire 2 fois le coefficient de chaleur spécifique de l'eau. C'est-à-dire 2 calories. Si je mets 3 grammes, j'ai 3 fois le coefficient de chaleur spécifique de l'eau. Vous voyez bien que j'ai 3 fois 4,186 et ainsi de suite. Donc, tout en maintenant, bien sûr, la température à 1 degré. Hein. Bon, parce que après, je changeais la température. Voilà. Donc, si je change l'unité, uniquement l'unité de masse, 15 grammes, j'ai 15 calories. Je vais mettre 25 grammes, j'ai 25 calories. Maintenant, si je maintiens sur une base de 1 gramme, mais que je change de température, je vais mettre 25 degrés, ben j'ai 25 calories. Et ainsi de suite. Je peux mettre 12 degrés, j'ai 12 calories. Maintenant, attention, si vous bougez euh, au gramme et en même temps au degré Celsius, ben, il faudra démultiplier euh, les calories par rapport au nombre de grammes et au nombre de degrés. C'est-à-dire, par exemple, si je prends ici 2, si je prends 5 grammes et 10 degrés, j'ai 50 calories. Voilà, on a bien 50 calories. Vous voyez, il est marqué ici, hein, 50 calories, indépendamment de regarder ce que j'ai en joules. Je m'en fous des joules. Voilà. Donc, l'unité calorie est aisée en tant que manipulation. Elle est aisée, bien plus aisée que le joule. Parce que le joule, bon, là-bas, il faut calculer. Hein. Bon, il faut chaque fois le calculer. Le 0,209, là, il faudrait que je recalcule. Je sais pas combien c'est. 209, je m'excuse. Le 209, il faut que je le calcule à la machine par rapport à 4,186. Mais pour éviter, je veux dire, pour éviter justement un calcul voilà, un peu trop un petit peu trop compliqué, ben, euh, il y a l'unité, la calorie, qui va faire en sorte que je prends l'unité de masse, je multiplie par l'unité de degré, et j'ai d'office le nombre de calories, indépendamment de savoir que j'ai 4,186 joules par gramme et par Kelvin. Voilà. Bon, maintenant, vous pouvez toujours trouver hein, le rapport qui existe entre voilà, 50 calories, c'est toujours 4,18. Hein, ouais, c'est toujours ce rapport-là de 4,186. Ce rapport-là, 4,86, ben, c'est ce qui divise 50 divisé par 4,186. Vous allez retrouver. Non, 50, je m'excuse, parce que une calorie, c'est 4,18 joules. Donc 50 calories, c'est 50 fois 4,18, ce qui veut dire 209,3 joules. Divisé par 1000, c'est 0,2093 kJ. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle voilà, la chaleur spécifique de l'eau. La chaleur spécifique de l'eau, ou la capacité thermique massique, voilà, qui est, où l'unité calorie a été très bien formalisée de telle manière à être dans un contexte qui simplifie grandement les choses. Voilà. Donc, vous voyez que c'est une unité qui est essentiellement pratique, hein, dans le cadre d'un bilan thermique d'une transformation. Voilà. Et donc, euh, quand vous utilisez le calorimètre, évitez de passer en joule. Évitez de passer en joule parce qu'en fait, ça nécessite des petits calculs qui sont simples, c'est pas ça, mais ça complexifie un petit peu la chose, sachant que vous avez une unité très pratique et très aisée à manipuler qui est la calorie. Donc moi je vous dirais, si vous utilisez un calorimètre, bah, utilisez la calorie. Utilisez la calorie. Voilà. Maintenant, si vous voulez exprimer en joule, vous passez de calories en joule, hein, vous faites x 4,18 et vous avez directement la réponse. Voilà. Voilà, bon maintenant, je vais voir dans une autre vidéo
ce que c'est que la chaleur molaire de l'eau. Parce que bon, là, la chaleur molaire, de 1, on n'est plus en calorimétrie physique, mais en calorimétrie thermochimique ou thermodynamique. Ou plutôt en thermochimique. Donc je préfère séparer les choses. Voilà, je vous remercie.